Bonjour à tous, bienvenue et merci de vous être inscrits, de vous être connectés à ce webinaire, donc webinaire UGAP, SFR et Vectra, qui a pour objectif de faire un petit retour d'expérience en fait sur l'agglomération de Pau qui a utilisé les solutions Vectra. Ça sera l'objectif principal de ce webinaire. Donc, autour de cette table virtuelle, nous avons donc le plaisir d'avoir Stéphane Bellondrade, qui donc est à la direction numérique de la communauté d'agglo de Pau. Donc, bonjour Stéphane, et merci en tout cas d'être présent aujourd'hui avec nous. Nous avons également François Chen, qui est commercial chez Vectra et qui a du coup accompagné le projet avec la communauté d'agglomération de Pau. Donc, qui mènera cette interview et ce retour d'expérience avec Stéphane. On a enfin Xavier Poinsignon, donc, qui est responsable offre et solutions en cybersécurité côté SFR Business. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Et pour ma part, je suis Guilhem Pellman, donc je suis chef de produit cybersécurité à l'UGAP. Avant qu'on démarre, juste une petite précision sur l'outil sur lequel vous vous trouvez actuellement. Donc, vous êtes sur l'outil Livestorm. Donc, vous avez en bas à droite de votre écran plusieurs onglets. Donc, vous avez tout d'abord l'onglet chat, que vous avez déjà bien trouvé pour nous dire que vous nous entendez. Et juste à gauche de cet onglet-là, vous avez l'onglet questions. On vous invite vraiment à poser vos questions dans cet onglet. Ça sera après plus simple pour nous pour les traiter et pour y répondre. À savoir qu'on va démarrer sur un petit rappel des technologies de Vectra pour que vous compreniez, que vous ayez tous les éléments pour comprendre après le retour d'expérience. Donc, on enchaînera sur ce retour d'expérience. On fera un petit point sur le marché du coup et l'offre cybersécurité de l'UGAP, sur l'accompagnement des SFR, les prestations que peuvent proposer les SFR. Et on terminera par une session de questions-réponses où justement, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant que nos experts sont autour de cette table. François, je te laisse la parole du coup pour commencer la petite introduction aux technologies Vectra. Merci Guilhem. Effectivement, donc François Chen, enchanté. Je suis Commercial Sales représentatif chez Vectra, qui est un titre bien complexe pour dire que je suis commercial tout simplement. Et effectivement, aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir l'agglo de Pau qui utilise Vectra depuis environ 7-8 mois. Donc le but, c'est évidemment que vous posiez toutes les questions que vous pouvez avoir. Il n'y a pas de questions bêtes. Le NDR aujourd'hui, c'est une techno qui n'est pas encore très connue sur le marché. Mais généralement, quand on déploie du NDR, on a du mal à revenir en arrière. Donc, on va essayer de tirer le meilleur parti de l'heure qu'on a devant vous pour vous parler de cette techno-là, afin de vérifier qu'on soit à peu près sur un même niveau de compréhension, parce que j'imagine que tout le monde n'est pas forcément au fait des technologies NDR. Je vais vous proposer quelques slides qui vont aller très vite sur justement qu'est-ce qu'on fait, en quoi est-ce qu'on fait les choses différemment chez Vectra, pour qu'on puisse avoir le même niveau de compréhension, notamment sur la partie ATX avec l'agglo. Donc, pour vous la faire courte, le NDR, c'est de la détection d'intrusion de réseau. Donc, pour vous aider juste à replacer l'outil dans tous les outils que vous pouvez connaître, je vous propose de reprendre une kill chain classique de ransomware, donc des étapes chronologiques d'un attaquant qui essaie de vous implanter un ransomware. Donc, à gauche, on a toutes les étapes que l'attaquant va mettre en place pour réussir à mettre un premier pied dans votre infrastructure. Et ce qui est intéressant et un peu paradoxal avec une techno comme Vectra, c'est qu'on n'a aucun rôle à jouer pour empêcher l'attaquant de rentrer chez vous. Par contre, à partir du moment où il est chez vous, ça va être notre rôle de l'attraper. Donc, typiquement, à gauche, généralement, ça va passer par du phishing, ça va passer par des credentials qui traînent quelque part sur Internet. Et jusque-là, c'est le rôle des pare-feux, des sandbox, des campagnes de sensibilisation utilisateurs, etc., d'empêcher l'attaquant de rentrer chez vous. Maintenant, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si effectivement le hacker réussit à mettre un premier pied dans votre infrastructure? Eh bien, la première chose à garder en tête, c'est que l'attaquant qui arrive chez vous, il n'a pas gagné pour autant. À l'instar d'un cambriolage où le cambrioleur passerait la porte d'entrée, il n'a pas du tout réussi à mettre la main sur les bijoux et les voler. Donc, en termes d'infrastructure informatique, il se passe la même chose. Généralement, l'attaquant, il arrive à l'opportunisme sur une infrastructure à cause généralement d'un utilisateur qui n'a pas fait attention et qui a cliqué sur du phishing, par exemple. Mais à partir de là, va s'en suivre tout un parcours de l'attaquant, entre guillemets, durant lequel il est encore temps de l'attraper avant qu'il réussisse à exfiltrer vos informations. Donc, typiquement, quand on parle aux victimes de ransomware, on se rend compte que l'attaquant, il passe par des phases qui sont toujours les mêmes. Il arrive dans une infrastructure, il monte un tunnel de communication vers l'extérieur afin de maintenir le contrôle qu'il a sur le poste à l'intérieur de votre infra. À la suite de ça, il va essayer de comprendre comment votre infrastructure informatique est architecturée, donc en faisant généralement du scan de réseau pour comprendre vers où il a besoin de se diriger pour mettre la main sur les données sensibles. Il va essayer de se propager latéralement
avec le premier compte usurpé, avec la première machine sur laquelle il a le contrôle, avant de se rendre compte que finalement, eh bien, il ne dispose pas de l'ensemble des droits du SI pour aller vers les endroits qui l'intéressent. Donc, au moment où il va se rendre compte qu'il est bloqué, il va essayer d'élever ses niveaux de privilèges par un moyen ou un autre, notamment en volant des identifiants administrateurs, par exemple. Et si jamais il réussit, eh bien, il va pouvoir s'en servir pour continuer à se propager latéralement dans votre SI jusqu'à mettre la main sur les bonnes informations qui l'intéressent, les exfiltrer et chiffrer votre SI. Donc, tout ce que je viens de vous décrire, chez Vectra, c'est ce qu'on appelle le security gap. Et en fait, c'est un laps de temps durant lequel l'attaquant, il est dans votre infrastructure informatique, mais c'est également un laps de temps durant lequel il est encore temps de l'attraper. Donc finalement, s'il y a une chose que je voudrais que vous reteniez de cette première image, c'est la philosophie de post-compromission. Avec un peu de chance, vos sécurités périmétriques vont bloquer 99 voire plus d'attaques. Qu'est-ce qui se passe si effectivement il y a un hacker qui réussit à contourner votre sécurité périmétrique? Eh bien, c'est notre rôle de vous prévenir. Donc concrètement, en matière de déploiement, ça se passe via une sonde physique. C'est une sonde physique qu'on branche dans votre data center. Et cette sonde physique, elle vient voir ce qui se passe à l'intérieur de vos paquets réseau. Ce qui veut dire qu'au niveau de la source d'information sur laquelle on se base pour détecter des comportements, c'est la source la plus précise qui est des paquets réseau. Donc dans le data center, on va brancher un boîtier. Si vous avez des sites distants, typiquement des sorties Internet locales, des sites distants sur lesquels vous avez des ressources que vous souhaitez monitorer, on a également la possibilité de déployer des plus petites sondes, soit en VM, soit en physique, qui vont renvoyer une partie du site distant vers le boîtier central. Donc en termes d'analogie, on va dire que c'est une caméra de surveillance qui est déployée dans votre chambre et qui va renvoyer les images vers le boîtier central qui supervise l'ensemble de la maison. Et sur la partie O365 Azure AD, l'attaquant aujourd'hui, il essaie de tirer le meilleur parti de cet environnement-là, parce que c'est un environnement sur lequel il peut faire des recherches sur un certain nombre de mots-clés, type fiche de paye, type finance, type RGPD. Et si jamais il réussit à mettre la main sur des bonnes données à l'intérieur de votre tenant O365, il peut créer des règles de transport par mail ou dans Teams pour essayer de se transférer des emails critiques, par exemple. Et donc, sur la partie O365, pas du tout de besoin de déploiement de hardware. On fonctionne en mode SaaS pur. En fait, on vous envoie un lien. Vous nous autorisez à venir lire vos logs de sécurité au 365 et en l'espace de 10 minutes, la solution tourne. Donc concrètement, comment ça se passe? Et on arrive bientôt à la fin, je vous le promets, de la partie théorique sur du Vectra. Le boîtier central, sur la partie réseau on-prem, il embarque un certain nombre de moteurs de détection. Donc, on ne va évidemment pas rentrer dans le détail de chacun de ces moteurs. Grosso modo, on en distingue deux types. Le premier type, c'est un type de moteur pré-entraîné. À partir du moment où le boîtier est branché, il est capable de détecter, par exemple, un tunnel DNS caché. Il va détecter la présence d'un tunnel HTTPS caché. On n'a pas besoin d'apprentissage. Donc, pour chacune des étapes de la keychain, on a affilié un certain nombre de moteurs qui vont soit sonner automatiquement, soit sonner après une période d'apprentissage. Donc, c'est ça toute la puissance du NDR, finalement, cette capacité d'apprentissage d'un comportement qui est estimé comme normal sur votre réseau et d'être capable de vous mettre en avant un delta de comportement par rapport à des habitudes qu'on a observées chez vous. Je vous donne un exemple. Sur la partie mouvement latéral, il y a un des moteurs qui est très intéressant, qui est le premier, qui s'appelle l'anomalie de privilège. L'anomalie de privilège, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de pouvoir dire qu'un utilisateur lambda se connecte pour la première fois vers un service en utilisant un niveau de droit qui est légèrement différent que ce qu'on a observé chez vous. C'est cette capacité de pouvoir dire qu'un compte administrateur se connecte pour la première fois vers ce service, et qu'il a le droit de le faire d'ailleurs, mais que c'est la première fois qu'il le fait depuis une nouvelle adresse IP ou depuis un nouveau poste. Et cette anomalie de privilège, c'est un moteur qui va très souvent sonner lorsque typiquement l'attaquant réussira à mettre la main sur un compte administrateur et il va s'en servir pour aller se propager plus loin sur le SI. Donc il a le droit de le faire, par contre c'est la première fois qu'il le fait. Et juste pour terminer sur ces exemples-là, je vais vous donner un autre exemple de cet apprentissage automatique qui est le moteur Smash and Grab. On le voit sur la partie exfiltration. Alors, le but de Vectra, c'est bien évidemment d'être capable de vous prévenir et de bloquer l'attaquant avant qu'il arrive à la phase d'exfiltration. Quand bien même il aurait réussi à passer toutes ces phases-là, on a quand même une phase de chiffrement qui peut venir derrière. Donc, même si l'attaquant il arrive à la phase d'exfiltration, ça peut être intéressant de le savoir. Et ce qui va vous intéresser, ce n'est pas nécessairement toutes les exfiltrations qu'on observe sur votre réseau. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir, entre guillemets. Vous risquez d'être submergé de fausses alertes. Donc, le propos de Vectra, c'est d'être capable de dire on vous remonte cette exfiltration-là parce qu'on a constaté qu'elle était sensiblement différente des exfiltrations qu'on observe en général sur votre réseau. Donc, typiquement, une exfiltration qui est le quintuple de la volumétrie que ce serveur en question a l'habitude d'exfiltrer.
Et donc, sur la partie O365 et Azure AD, c'est la même philosophie, donc une philosophie de post-compromission. On ne va pas empêcher l'attaquant de rentrer chez vous. Par contre, à partir du moment où il est dans votre environnement et qu'il se met à créer un certain nombre de règles suspectes dans la boîte mail, comme si jamais il se met à supprimer les emails de l'informatique, s'il se met à créer des règles de transfert sur des mots-clés de type finance, si jamais un utilisateur se met à utiliser des fonctionnalités du type e-discovery qui vont servir à scanner tout le tenant sur une base de mots-clés et qui ne l'a jamais fait auparavant, eh bien, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir vous alerter. Et évidemment, lorsqu'on constate qu'il y a une activité Tor, qu'il y a de la désactivation de MFA, qu'il y a l'ajout d'un compte à votre tenant, tous ces comportements que les attaquants utilisent sur l'environnement O365, on va être capable de vous le remonter. Donc, pour vous la faire courte, en résumé, Vectra, c'est un outil de post-compromission. On n'empêche pas l'attaquant de rentrer, mais lorsqu'il est chez vous, que ce soit sur la partie on-prem ou sur la partie O365 Azure AD, c'est à nous de vous le notifier via des moteurs qui vont sonner tout de suite, et également des moteurs qui vont se baser sur de l'apprentissage automatique pour pouvoir détecter justement des écarts de comportement. Voilà, je vous la fais très courte, mais évidemment, aujourd'hui, le propos, c'est surtout d'écouter Stéphane de l'Aglo de Pau, qui utilise Vectra depuis environ 7-8 mois. Et effectivement, bien sûr, a posteriori, on se tient à votre dispo avec les équipes Vectra pour vous refaire une passe sur la techno si ça vous intéresse. Moi, il y a une question dans le chat qui va peut-être permettre après aussi de mieux comprendre le retour d'expérience. Je me permets de la mettre à la vue de tout le monde. Donc, c'est quelle est la différence entre le mode son de Vectra et le mécanisme à base d'antivirus XDR plus SOC, finalement? Alors, c'est une très bonne question. Merci beaucoup pour vos questions. Et effectivement, on touche un point qui est très connu, entre guillemets, dans le sens où aujourd'hui, on a de plus en plus d'acronymes. Donc, effectivement, dans cette question, on parle d'XDR, on parle de SOC, mais on parle aussi d'antivirus EDR, NDR, voire MDR. Donc, si vous voulez une très rapide passe sur ces acronymes-là, le XDR, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une agrégation de différentes sources de collecte. On a beaucoup d'acteurs de l'EDR qui aujourd'hui proposent des solutions du type XDR. On va justement faire une complémentarité entre les journaux de l'EDR, les journaux typiquement du pare-feu, de l'AD, etc. Donc, le NDR, qu'est-ce que c'est? Dans un cadre de projet XDR ou dans un cadre de projet SOC, donc avec une supervision d'une équipe externe, ça représente une source de collecte parmi tant d'autres. Donc, typiquement, le NDR, l'avantage, qu'est-ce que c'est? C'est une source de collecte qui va se baser sur une analyse réseau au niveau des paquets et qui peut par la suite être en complément avec un EDR, avec un antivirus, avec un XDR et potentiellement être supervisé par une équipe tierce. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions. N'hésitez pas à continuer à nous les envoyer. On y répondra justement dès qu'on les verra. Alors, Guilhem, de ton côté, est-ce que tu peux arrêter le partage, s'il te plaît? Yes. Hop. Merci beaucoup. Donc, ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Alors, Stéphane, je vous propose de commencer par une présentation. Qui vous êtes, ce que vous faites de l'Aglo de Pau pour commencer. Alors, Stéphane Mélandrade, je suis responsable réseau, télécom et sécurité à l'agglomération de Pau. Donc, vous allez voir, c'est un rétexte qui va être hyper intéressant parce qu'on va parler notamment évidemment de visibilité réseau. On va parler d'un pentester qui a été attrapé sur du Vectra et que certains autres outils n'avaient pas vu passer. On va parler de modes de réponse automatique qui vont vous permettre de potentiellement dormir sur vos deux oreilles la nuit, le week-end. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, il y a beaucoup de participants aujourd'hui à ce webinaire. Une grande partie de ces personnes-là travaillent pour des structures publiques, que ce soit des hôpitaux, des universités, des agglos, des mairies, des universités et j'en passe. Donc, ça peut être intéressant de faire un point déjà au global sur l'agglo pour nous permettre d'avoir une compréhension de qu'est-ce que c'est une agglo finalement et notamment qu'est-ce que c'est en termes de SI. Donc, Stéphane, si vous pouvez commencer par nous parler de l'agglo de Pau, le périmètre, le nombre d'employés, et évidemment en termes d'infrastructure informatique, qu'est-ce que ça représente? Alors, effectivement, l'agglomération de Pau, concrètement, je pense que beaucoup de personnes, effectivement, dans ce chat le savent, c'est quoi? Ce sont finalement des communes qui mettent en commun leurs ressources, notamment informatiques, mais bien d'autres choses, donc qui mettent en tous les cas en commun leurs moyens afin de pouvoir effectivement mener des politiques publiques telles que l'entretien de voiries, la construction de salles polyvalentes et tout un ensemble d'autres choses. Alors, l'agglomération de Pau, elle est constituée majoritairement évidemment de la ville de Pau, mais aussi d'environ une trentaine de communes qui constituent l'agglomération proche de la ville. Donc, c'est
Cela représente à peu près aujourd'hui 250 000 personnes, entre 250 000 et 300 000. Nous intégrons encore des communes qui viennent finalement se greffer à l'agglomération. Aujourd'hui, nous avons à peu près une trentaine de communes. Cela représente à peu près 3 000 agents au service donc, des usagers pour apporter les différents services que j'ai pu évoquer. Au niveau informatique, nous sommes une structure de taille, j'ai envie de dire maintenant, respectable, environ une centaine de personnes, organisées de manière assez classique, avec des unités data, système, réseau, sécurité. Voilà. Et puis, effectivement, nous menons de concert différents projets assez divers et variés, finalement. On essaye d'être assez, finalement, d'être assez proactif finalement, et on est, je serais tenté de dire, des early adopters. Vous savez, c'est ces personnes qui adoptent très tôt de nouvelles technologies. On est assez technophile, pas uniquement par simple goût finalement pour la chose technique, mais aussi parce qu'aujourd'hui on est bien conscient de la nécessité d'adopter les solutions lorsqu'elles sont jugées en tous les cas suffisamment matures pour effectivement apporter une plus-value réelle aujourd'hui, notamment dans la sécurité de notre système d'information. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc effectivement, moi, je retiens que c'est une mutualisation de SI, donc une trentaine de communes avec quand même une centaine de personnes à la DSI. Parlez-nous des conséquences aujourd'hui d'une cyberattaque sur une agglo. On voit beaucoup passer dans la presse des attaques sur des mairies, sur des hôpitaux, parfois sur quelques agglos également. Mais concrètement, d'un point de vue humain et d'un point de vue quotidien, qu'est-ce que ça veut dire demain si l'agglo de Pau effectivement se fait attaquer justement par une attaque de type ransomware? Quelle est la conséquence au quotidien pour la ville et pour l'agglo? Alors effectivement, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, finalement, personne n'est épargné au niveau de ce type d'attaque. La grande crainte, je pense que c'est le cas aussi de tout le monde aujourd'hui, c'est effectivement le ransomware, très concrètement, avec des conséquences, y compris pour une agglomération qui serait jugée catastrophique. C'est-à-dire qu'effectivement, si demain la chose informatique s'arrête, on imagine assez rapidement les impacts sur notre quotidien, pas seulement en tant qu'informaticien, mais pour l'ensemble des agents. C'est-à-dire c'est le retour au papier, avec les problématiques en termes de productivité, en termes d'accès à l'information. Et puis cela se traduit effectivement par des conséquences très très lourdes en termes de politique, notamment d'investissement, en termes de fonctionnement quotidien, c'est-à-dire que c'est des choses aussi concrètes que le ramassage des ordures qui va être impacté, ça va être effectivement toute la partie voirie publique. Vous imaginez bien que par exemple des paysagistes qui ont effectivement donc un planning établi sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, immédiatement, lorsque toute cette information est perdue, ça veut dire que tout s'arrête. Voilà, donc c'est aussi des conséquences pour les écoles, puisque les communes financent l'informatique dans les écoles élémentaires. Donc c'est une rupture de service, c'est plus d'accès à Internet, c'est plus d'accès aux outils pédagogiques. Voilà, c'est plus de démarches administratives, les démarches en matière d'état civil, les passeports, les actes de naissance, de mariage. Donc les impacts sont effectivement extrêmement lourds. Donc des impacts extrêmement lourds, et ce qui explique, j'imagine, en partie la raison pour laquelle vous êtes assez technophile au global, mais également sur le plan cyber. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une bascule sur la partie cyber. Vous pouvez peut-être nous parler justement de la posture de sécurité que vous avez adoptée au courant de l'année dernière. Où est-ce que vous en étiez sur les sujets cyber? Si vous aviez déjà déployé des outils en place, si vous avez potentiellement une équipe tierce qui vous aide à superviser ces outils. Également revenir peut-être sur la manière aujourd'hui dont vous gérez les sujets cyber. Je sais que selon les structures, on a des équipes de plus ou moins grande taille. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir des astreintes en 24/7, des gens qui sont purement dédiés à des rôles cyber. Il y a d'autres structures où on n'a pas la chance et la bande passante d'avoir des personnes en rôle pour ces sujets-là. Donc, je vous propose de commencer par la posture cyber de l'agglo au cours de l'année dernière. Où est-ce que vous en étiez et comment vous gérez au global les sujets cyber en interne? Alors effectivement, j'ai envie de dire que nous étions jusqu'à il y a à peu près 2 ans dans une structure très traditionnelle. Je vous l'ai dit, nous sommes organisés finalement par pôle d'activité.
L'actualité faisant, une prise de conscience importante, pas seulement au niveau des, j'ai envie de dire, de la DSI, hein, mais de l'ensemble, notamment des services généraux, je pense, a été effectuée, avec le constat finalement que nous n'étions nullement protégés. Donc nous avions effectivement un système de protection très classique, très traditionnel, hein, avec effectivement une protection périmétrique, hein, donc un firewall, un antivirus, tout ce qu'il y a de plus classique sur les postes de travail. Et donc cela a démarré finalement par une refonte un petit peu du mode d'organisation avec la création d'un poste de RSSI. J'ai envie de dire, c'est à partir de là que tout finalement a démarré. C'est finalement notre RSSI qui a initié cette démarche cyber au sein de l'agglomération, avec des missions données à chacun de voir ce qu'il était possible de faire à son propre niveau. Donc cela a démarré effectivement par la recherche d'une solution de remplacement de l'antivirus, un antivirus donc relativement obsolète. Donc démarche initiée par mes collègues du système, avec un choix qui s'est porté sur une solution d'EDR. Hein, vous en avez parlé précédemment, François. Donc et j'ai envie de dire qu'à partir de là, de notre côté réseau, nous avons initié effectivement une démarche similaire, mais côté réseau. C'est-à-dire que une question vous a été posée tout à l'heure, EDR, XDR, etc. Donc, il est vrai que voilà, la question s'est posée de partir sur une solution d'XDR, sorte de couteau suisse, si je résume de manière assez simpliste. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que la question a été étudiée. Et puis très rapidement, au fil de notre sourcing, nous avons découvert les solutions donc de NDR, hein, de détection réseau, notamment par le biais d'une visite au Salon de la Sécurité, hein, le FIC à Lille, l'an passé, où nous avons pu initier justement des prises de contact, hein, auprès des différents acteurs. C'est un marché effectivement qui est encore très méconnu, donc il est assez difficile finalement dans un premier temps, de connaître quels sont les acteurs qui jouent un rôle moteur finalement, hein, dans ce type de domaine assez nouveau et assez méconnu. Et puis, partons de là, voilà, nous avons noué quelques contacts et nous avons décidé très rapidement, hein, finalement, d'initier donc des tests, hein, des POC, afin de pouvoir jauger finalement de la qualité des solutions testées. Donc nous en avons testé effectivement quelques-unes. Et puis voilà, nous avons effectivement pris contact avec vous et puis bénéficier d'un accompagnement rapide pour pouvoir effectivement tester la solution que nous souhaitions, quoi qu'il en soit, assez rapidement. La décision de mettre en place ce type de solution nous est apparue comme une évidence. Voilà, c'est-à-dire qu'on était bien conscient que nous avions effectivement ce manque de visibilité finalement et de contrôle finalement sur ce qui transitait sur notre réseau informatique, hein. Donc pour nous, le fonctionnement et notamment le mode de réponse était vraiment une plus-value qui nous paraissait indispensable. Donc voilà un petit peu comment les choses se sont faites. Elles se sont faites assez rapidement, mais parce que nous étions assez rapidement convaincus de la nécessité de ce type de produit. Alors, justement, pour revenir sur la genèse, donc, ce que je retiens, c'est que vous avez d'abord mis en place un EDR suite au recrutement de votre RSSI. En parallèle, vous avez initié une démarche côté réseau pour avoir un outil qui est capable de remonter les comportements réseau. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la nécessité d'un produit qui vous donne la visibilité sur la partie réseau alors que vous aviez déjà un EDR? Bon, moi je connais plus ou moins la réponse, hein, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui se sentent très sécurisés parce qu'ils mettent en place un EDR. Et effectivement, l'EDR permet de passer une marche en termes de posture de sécurité. Maintenant, dans votre contexte, qu'est-ce qui fait que vous avez continué à chercher un outil de supervision malgré le fait que vous avez déjà déployé un EDR? La raison, elle est assez simple, hein. Pour ma part, ce sont des briques de sécurité. Donc, vous pouvez avoir effectivement des briques, même si ce sont des grosses briques, mais ce que vous recherchez, c'est un mur suffisamment solide. Et l'EDR constitue finalement un élément de ce mur.
Donc l'EDR protège les terminaux. Hein, donc ce sont les postes de travail, ça va être les tablettes, les smartphones, ce type d'objets. Donc effectivement, là-dessus, ils sont très efficaces, très performants. On en est très satisfait d'ailleurs. Mais effectivement, il manque très clairement cette visibilité sur ceux qui transitent sur le réseau. À l'agglomération, nous avons à peu près de l'ordre de 15 gigaoctets qui transitent chaque seconde sur le réseau. Effectivement, il nous apparaît comme étant indispensable d'avoir un minimum de visibilité sur la nature des actions qui sont réalisées sur le réseau. Les évaluations de privilèges dont vous parliez tout à l'heure, les connexions distantes, les connexions RDP sur des serveurs, les tentatives de connexion, enfin tout un ensemble d'actions qui, de manière générale, échappent complètement à la visibilité de l'EDR. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, deux éléments qui se complètent parfaitement aujourd'hui et qui nous permettent, on l'espère hein, évidemment, mais on en est assez convaincu en tous les cas sur le retour d'expérience que nous en avons, qui nous permettent d'avoir effectivement un niveau de sécurisation relativement satisfaisant et surtout de mieux comprendre finalement et de voir ce qui transite sur le réseau. Alors j'insiste vraiment dessus parce que avant la mise en place de cette solution de NDR, il y avait des éléments, on ne savait pas qui transitaient sur notre réseau. Voilà, il y a des comportements, y compris sur nos serveurs, des serveurs pourtant d'éditeurs Microsoft, Oracle et bien d'autres, hein, ServiceNow pour la partie ITSM. Nous ignorions qu'ils réalisaient finalement des actions, des connexions sur des ports, des connexions Internet qui pour nous seraient apparues comme finalement presque menaçant, j'ai envie de dire. Voilà, donc on découvre, on en apprend un peu plus sur nos applications, sur nos serveurs, sur leur comportement, et ça nous permet justement de dire, voilà, ça c'est une connexion qui est finalement indispensable, qui ne représente pas spécialement une menace, mais qui effectivement n'apparaît pas spécialement dans les documentations des éditeurs. Voilà. Donc voilà un exemple aussi parmi d'autres finalement de l'apport de ce type de solution de détection réseau. Donc finalement, une visibilité réseau permise justement grâce à la sonde. Vous parlez justement de la complémentarité avec l'EDR, donc l'EDR qui est une brique, le NDR qui est une seconde brique. Pour bien se rendre compte aujourd'hui de ce que vous couvrez avec la partie EDR et avec le périmètre NDR, est-ce que vous avez des éléments à nous donner en termes de périmètre pour qu'on se rende compte de la taille de l'infra? Donc combien vous avez potentiellement de postes, combien d'EDR peut-être, combien d'adresses IP au niveau du NDR? Alors effectivement, donc aujourd'hui en termes d'adresses IP, on est on est sur un peu plus de 10 000 adresses IP, hein, ce qui pour une agglomération, je le rappelle, de 3 000 agents, donc à peu près autant de postes de travail. On a à peu près entre 5 et 6 000 comptes dans notre annuaire Active Directory. Nous avons pas mal d'objets connectés, hein, ce sont des produits qui se développent de plus en plus. Donc on a aussi beaucoup de solutions de mobilité, des tablettes, des smartphones. Donc voilà, encore une fois, ça représente finalement pas mal d'équipements, d'éléments connectés sur notre réseau et réalisant effectivement tout un ensemble d'actions. Voilà, donc encore une fois, ce sont vraiment deux produits qui sont complémentaires. On réalise de la collecte de données. Aujourd'hui, on collecte séparément les données. Peut-être que demain, on essaiera de collecter l'ensemble de ces données dans une solution, dans un SIEM qui permettra effectivement d'analyser plus finement finalement les données. Mais aujourd'hui, un petit peu, voilà, les rôles sont assez clairement séparés. Mes collègues du système voilà, on travaille évidemment en étroite collaboration, hein, puisque les actions réalisées notamment par la sonde Vectra interagissent hein, avec l'EDR, justement pour bloquer les détections qui peuvent être réalisées. Donc tout ceci se fait de concert et en bonne intelligence. Très clair. Écoutez, je vous propose de rentrer dans une partie plus concrète sur la partie utilisation de l'interface Vectra. Donc Stéphane, peut-être que vous pouvez commencer par nous dire justement comment est géré le Vectra aujourd'hui en interne côté Aglo, combien de personnes sont formées sur le Vectra, est-ce que vous avez des astreintes,
si vous avez une idée de temps passé sur la console au quotidien. Oui. Alors, effectivement, donc, mon équipe est constituée de 5 agents. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai vraiment 2 agents qui gèrent la console Vectra. Alors, le choix a été fait chez nous de gérer en interne. Voilà, nous avons choisi de ne pas passer par un SOC. En l'occurrence, nous aimons donc effectivement adopter des solutions assez nouvelles, assez novatrices, mais nous aimons aussi les maîtriser. Voilà, je pense que c'est important si on a la mesure, la possibilité de le faire, de gérer soi-même ce type de solution. Cela nous aide à comprendre et à mieux comprendre en tous les cas les menaces qui peuvent survenir. Donc, ce sont 2 personnes qui actuellement le gèrent. À terme, je pense que 3 à 4 personnes pourront gérer effectivement notamment les alertes qui sont remontées par la console. En termes de temps passé, voilà, je dirais que c'est à peu près entre 10 et 20% de l'activité journalière. Voilà, c'est-à-dire que l'habitude a été prise finalement de passer par la sonde Vectra pour à la fois pour les menaces, mais comme je vous le disais aussi, pour nous aider parfois à comprendre certains types de flux qui peuvent transiter. Alors, ce que l'on pouvait faire auparavant, par exemple, avec les analyses de log du firewall ou avec des solutions de capture réseau type Wireshark de manière plus classique, finalement, on s'est aperçu que la sonde Vectra nous permet parfois d'avoir des éléments très rapides de compréhension que nous n'avions pas, que ce soit par exemple pour faire encore une fois de l'analyse sur des machines bien ciblées, comprendre un petit peu le type de connexion, le type de protocole utilisé. Voilà, la sonde Vectra nous permet d'avoir ces éléments assez rapidement. Voilà, donc finalement, ce n'est pas une activité particulièrement chronophage, très honnêtement. Alors, il faut aussi dire que nous n'avons pas énormément de remontées d'alerte, fort heureusement. Ceci grâce effectivement à une période d'apprentissage qui a demandé à peu près 2 mois, 2 à 3 mois grand maximum finalement en termes d'apprentissage pour finalement mettre de côté les réseaux ne nécessitant pas finalement d'avoir la surveillance Vectra. Et partant de là, voilà, on gère à peu près entre, j'ai envie de te dire, un peu moins d'une dizaine de remontées d'alerte par semaine. Donc voilà, lorsque l'outil est correctement configuré, lorsque l'apprentissage a été réalisé finalement par la solution, voilà, ça permet de gagner finalement en temps et la solution finalement fait sa vie et fonctionne de manière assez autonome finalement. Voilà. Donc l'équipe traite voilà, globalement les remontées d'alerte, la phase d'analyse. On détermine si effectivement cette alerte constitue une menace ou non. Alors, il faut aussi le dire, c'est-à-dire que nous avons pas mal de comportements de la part des agents qui sont parfois nécessaires dans le cadre de leur activité, mais qui vont provoquer une réaction de la sonde Vectra. Et à partir de là, on détermine, effectivement, on fait une remédiation pour dire si effectivement cet agent peut effectuer l'activité qu'il réalise. Voilà. Donc, ceci se fait très rapidement, fort heureusement. Voilà. Quant à l'interface de la sonde, alors c'est une interface assez classique, la prise en main, très honnêtement, est assez rapide. Alors évidemment, de toute façon, on parle de personnes qui sont dont c'est l'activité, la sécurité. Donc, si vous voulez, lorsque vous faites du firewalling, vous n'êtes pas spécialement dépaysé lorsque vous arrivez sur une solution de NDR. Alors justement, les 2 personnes aujourd'hui qui gèrent le Vectra en interne chez vous, c'était des personnes qui avaient l'habitude de gérer les solutions sécurité au global, mais est-ce qu'elles avaient déjà géré du NDR et notamment Jamais. du Vectra? Jamais. Donc, comment s'est Absolument. passé le processus de formation, de montée en compétence sur l'outil? Alors la montée effectivement en compétences, c'est fait. Nous avons fait le choix de bénéficier d'un accompagnement de Vectra directement, donc avec vous, effectivement, aussi bien pour la phase d'intégration, c'est-à-dire que il était très important de pouvoir configurer la solution correctement, l'adapter aux spécificités de l'agglomération. Donc cette partie-là, finalement, a été prise très au sérieux et nous avons donc fait ce choix de bénéficier de l'aide d'un ingénieur Vectra pour nous aider à mettre en œuvre cette solution. Une formation a été réalisée, mais pas une formation assez courte finalement.
j'ai envie de dire, 1 à 2 journées de formation avec un peu de pratique et la solution est très rapidement maîtrisée. Voilà, donc je ne sais pas si c'est propre à mes équipes. En tous les cas, j'ai la chance d'avoir des personnes qui sont totalement investies dans leurs tâches et dans leur activité, notamment en matière de sécurité. Ils ont une forte appétence, évidemment, mais effectivement, en bénéficiant de l'accompagnement éditeur, voilà, c'est une intégration qui a été faite honnêtement assez simplement. J'ai souvenir d'autres solutions qui nous ont demandé un peu plus de temps, mais encore une fois, voilà, lorsque l'on pratique un petit peu la sécurité, que l'on au quotidien, on travaille sur des solutions de firewall, voilà, ce sont des solutions qui s'intègrent assez rapidement, sachant que encore une fois, hein, j'ai envie de dire, il y a 1 an, très concrètement, nous ne connaissions pas l'existence de solutions de NDR. Voilà, c'est vraiment avec le salon du FIC que nous avions vraiment découvert ce type de solution. Alors, comme tout le monde, nous avions pu lire ça et là quelques articles, hein, mais voilà, toujours avec une vision assez abstraite des choses. Donc, c'est vraiment une solution qui peut être mise en œuvre assez rapidement. Ok. Et alors moi c'est vrai que je triche un peu parce que je vous connais, je vous pose des questions, mais je connais aussi les réponses. Et donc pour nos éditeurs, à titre d'information, on est passé par une phase de POC, donc qui a duré entre 1 mois et demi à 2 mois à peu près. Oui, Donc assez rapide l'époque, hein. Donc environ 2 mois au total, sachant Oui. qu'avant cette période-là, effectivement, vous n'aviez pas manié de solution NDR particulièrement. Oui. Et pour votre information, donc effectivement, on a une phase de POC qui peut être réalisée lorsqu'on a un projet concret. Donc c'est notre rôle côté Vectra de vous accompagner dans le test de la solution, mais surtout de vous former sur l'interface. Parce qu'aujourd'hui, même si je travaille chez Vectra, je ne pourrais jamais vous dire que si vous êtes du Vectra, vous êtes tranquille pour toujours. Vous avez besoin de comprendre comment fonctionne la solution. Vous avez besoin d'envisager des modes de réponse potentiellement automatiques. Donc, il y a des choses à mettre en place. Il y a une formation à avoir sur l'interface. Et effectivement, cette formation, elle se fait au cours de la phase de POC, donc durant 1 mois à 2 mois de test de la solution, et également sur la phase d'accompagnement post-déploiement. Nous, notre but côté Vectra, c'est pas de vous vendre la sonde et de disparaître à jamais. Donc, on a effectivement dans le service de déploiement Vectra compris une phase d'accompagnement. Donc, on va vérifier que la sonde est déployée au bon endroit, parce que si on n'est pas au bon endroit, on ne verra rien passer, tout simplement. Et une phase, justement, on va vous aider à faire des phases de triage, à vérifier que l'outil fonctionne bien, également à répondre à vos questions ad hoc si vous n'êtes pas encore complètement formé sur la solution. Donc, ça, c'est inclus dans les prestations que comprennent Vectra. Donc notre but, c'est vraiment de vous accompagner dans toute l'utilisation de l'outil au quotidien et même de manière ad hoc, si vous avez d'autres questions qui peuvent subvenir 6-7 mois après le déploiement, on est là pour y répondre également. Donc, je vous propose qu'on a beaucoup parlé de détection. Avant de passer à la partie blocage, parce que je sais que c'est un sujet hyper intéressant, Stéphane, est-ce que vous pouvez nous parler d'anecdotes de détection justement que vous ont permis le Vectra? J'ai en tête notamment la détection qui a eu lieu sur l'une des écoles, il me semble, dont on avait déjà parlé. Donc, quelques anecdotes justement de détection au réseau que vous permet l'outil Vectra et qui ne sont pas forcément remontées par les autres outils que vous avez en place. Alors effectivement, vous le disiez tout à l'heure, hein, un des buts de ce type de solution, c'est de nous permettre de dormir tranquille, j'ai envie de dire, en tous les cas de manière un peu plus sereine. Donc je suis tenté de dire que la sonde Vectra nous a permis parfois de dormir de manière un peu plus sereine le week-end. J'ai effectivement souvenir d'une attaque, hein, là pour le coup c'était vraiment une attaque initiée un samedi à 2h36 du matin, et vous j'ai encore souvenir de l'horaire exact, avec effectivement une machine dans une école. Donc alors, nous équipons les écoles, mais ces écoles sont équipées notamment par des communes qui nous ont rejoints avec de vieilles machines qui sont parfois, bon, vous le savez, laissées un petit peu soit en libre service dans les CDI, hein, les fameuses bibliothèques des écoles. Et puis, toutes sortes de programmes peuvent être installés sur ce type de machines qui ne sont pas des machines masterisées par nos soins et qui n'ont pas la touche de sécurité de base. Donc, c'est une machine qui s'est allumée à 2h36, un petit peu avant, hein, à 2h35 du matin, et qui a initié des connexions donc DNS sur le port 53. Donc, elle a réalisé une attaque en essayant de flouder le port 53 pour forcer l'ouverture d'autres ports, hein, des ports plus critiques. Hein, ça va être du Telnet, du SSH, ce type de ports qui permettent effectivement de réaliser des actions de commande à distance.
Et effectivement, la sonde a détecté très rapidement cette machine et elle a donc initié immédiatement les actions de blocage. Alors, on va peut-être y revenir, mais nous avons plusieurs leviers aujourd'hui pour répondre. Je crois que ce qui est très important dans ce type de solution, c'est évidemment la phase de détection, mais c'est aussi la phase de réponse. Nous avons un service d'astreinte, hein, nous avons une astreinte en 24/7, comme beaucoup, mais effectivement, les délais finalement de réaction, d'intervention font que voilà, le service d'astreinte, très concrètement, aurait détecté l'alerte le lendemain matin, sans doute, peut-être par des alertes du firewall, et encore, ce type d'attaque n'aurait sans doute pas été détecté d'ailleurs. Donc la sonde a bloqué le poste de travail. Donc pour cela, elle l'a bloqué grâce donc au firewall, puisqu'elle agit directement sur notre firewall en bloquant directement les flux. Elle a la possibilité d'agir aussi au niveau de l'EDR lorsque le poste en est pourvu, ce qui n'était pas le cas de cette machine. Donc le seul levier d'action finalement était le firewall. Voilà, donc l'attaque a été bloquée assez rapidement et la machine s'est éteinte toute seule. Voilà, donc c'est une machine qui était infectée par un programme qui a utilisé le White Online pour l'allumer automatiquement. Donc un script a exécuté cette attaque sur le port Saturn 3. Elle a tenté d'accéder effectivement donc au niveau de notre DNS, hein, de forcer des ouvertures de port. Elle a été bloquée et la machine s'est éteinte. Voilà. Donc là, voyez-vous, c'est vraiment un exemple d'attaque qui s'est produit à une heure où effectivement la plupart des personnes dorment et ne peuvent effectivement réagir. Et dans ce type de cas, on se rend bien compte qu'il faut réagir très rapidement. Voilà. Nous, c'est vraiment la raison pour laquelle nous avons fait ce type d'attaque. C'est qu'on le sait, évidemment, les hackers, eux, n'ont pas d'horaire, n'attendent pas. Ce sont souvent des bots hein, qui travaillent derrière et qui agressent en permanence. Donc, nous attendons effectivement et nous attendions que la solution réponde telle qu'elle a répondu justement à ce moment-là. Voilà, c'est aussi pour cela que nous avons fait cette acquisition. C'est être en mesure de réagir à la moindre attaque qui risque effectivement d'avoir des conséquences que l'on sait, notamment en matière de ransomware, qui est un petit peu la grande peur aujourd'hui qui nous guette tous et que nous attendons fébrilement effectivement, en espérant que nous ne serons pas touchés, mais on le voit effectivement, hein, tout le monde est touché. Donc, cette solution aujourd'hui nous permet d'être nettement plus rassurés. C'est là où on voit que le rôle de l'EDR, qui va finalement constituer le poste de travail, l'EDR ne permet pas de tout couvrir. Voilà, on le sait, hein, la sonde non plus. C'est l'action combinée de ces éléments qui nous permettent aujourd'hui d'avoir, j'ai envie de dire, une brique sécuritaire satisfaisante. Voilà. Donc, sur cet exemple-là, on est sur un cas concret, un cas d'usage typique du NDR, donc avec une visibilité réseau sur un poste non managé sur lequel on n'a pas d'EDR, parce que ça provient potentiellement d'une commune qu'on vient de rattacher à notre SI, dont on n'a pas choisi les postes de travail, dont on n'a pas géré le déploiement d'infrastructures. Donc, l'action est détectée par le NDR et le blocage est pris effectivement par intégration avec le pare-feu, notamment pendant la nuit sans intervention humaine. Donc, ça permet de faire une bascule sur la partie réponse. Alors, pour nos auditeurs, à titre d'information, la partie blocage chez Vectra, comment ça se passe ? On fonctionne en intégration avec votre écosystème existant. Donc, votre écosystème, qu'est-ce que c'est ? C'est possiblement un EDR, des firewalls, possiblement un Azure AD ou un Active Directory. Donc, en fait, ce sont quatre éléments sur lesquels Vectra va pouvoir lancer un ordre d'intégration pour pouvoir porter une action d'isolation. Donc, concrètement, c'est ce que vous avez mis en place aujourd'hui au sein de l'Aglo. Donc, sans rentrer nécessairement dans les marques de constructeurs, est-ce que vous pouvez nous parler justement des modes de réponse que vous aviez mis en place ? Je sais que vous en avez automatisé un certain nombre sur une base de score de criticité. Donc, comment est-ce que vous gérez ça au quotidien ? Est-ce que ça a été compliqué de mettre ça en place aussi ? Parfois, on peut être un peu frileux d'automatiser une action de réponse. On n'a pas forcément envie de bloquer un serveur ou le poste d'un DG pendant la nuit ou pendant un week-end. Donc, oui. est-ce que vous pouvez parler de justement toute cette articulation du mode de réponse ? Alors, effectivement, hein, donc, lors de l'intégration de la solution, nous avons réalisé une phase d'apprentissage d'environ à peu près 3 mois. Voilà, pour laisser le temps finalement à la sonde hein, de connaître un petit peu le SI de l'agglomération. Et nous souhaitions aussi éviter un maximum les faux positifs. Donc, c'est cet apprentissage qui nous a permis de passer, au bout de 3 mois, vers un mode de réponse fonctionnant sur 3 leviers.
Ces 3 leviers, hein, vous les avez indiqués. Donc, c'est effectivement le firewall pour le blocage des flux. On va bloquer les flux. C'est l'EDR pour le blocage du poste de travail. Donc, l'agent, il est sur un poste physique. Effectivement, il réalise ses actions délictueuses, l'agent ou pas, hein, ça peut être effectivement le programme ayant infecté le poste. Et le poste est bloqué par la solution d'EDR. Donc, c'est-à-dire que les ports USB sont bloqués, le poste est verrouillé, l'agent ne peut plus réaliser l'action sur le poste. Et le troisième levier, c'est effectivement le compte de l'agent. Effectivement, un compte corrompu avec des droits d'administration. Si le poste est verrouillé, il est très facile d'aller sur un autre poste et puis avec le même compte de réaliser les mêmes actions. Donc on va réaliser un blocage dans l'Active Directory en l'occurrence ou dans l'Azure AD selon effectivement la nature du compte afin de bloquer aussi les usages. Donc on a vraiment ces 3 leviers qui concertés permettent de circonscrire la menace assez rapidement. Alors, la sonde réalise de manière très simple, hein, elle ne choisit pas un levier au hasard. Si elle a la possibilité d'agir sur les 3 leviers, elle le fait. Si effectivement, dans le cadre de l'exemple que je vous ai cité, il n'y a qu'un seul levier de disponible, en l'occurrence le firewall, elle agit sur le firewall. Voilà, donc les choses sont très simples. Donc, une machine finalement équipée d'un EDR avec un compte corrompu. Donc, la sonde bloquera et les flux, et la machine, et le compte. Alors, vous parliez effectivement des conséquences qui peuvent survenir, notamment pour ce que l'on nomme, peut-être à tort ou à raison, les VIP. C'est toujours un petit peu compliqué, effectivement, de se dire que l'on a bloqué potentiellement la machine d'un directeur général des services, d'un élu, comme cela a pu arriver, très honnêtement, cela est arrivé, mais nous avons fait ce choix, encore une fois, de mettre en avant la sécurité à tout prix. Voilà, c'est un choix, ce sont des conséquences qui sont parfaitement acceptées aujourd'hui par l'ensemble des agents, des élus. Honnêtement, je pense qu'avec une communication adaptée et une prise de conscience donnée aux agents, on peut accepter le désagrément de se voir sa machine bloquée pendant quelques minutes. Encore une fois, nous avons des équipes qui sont très réactives derrière, nous avons des outils, des moyens, des canaux d'alerte qui sont assez efficaces. Aujourd'hui, ça va être le mail, ça va être, on utilise le Teams, donc on a toutes sortes d'alertes sur nos smartphones, donc on voit très très vite lorsqu'une machine est bloquée et on peut la débloquer très rapidement. Donc de ce point de vue-là, ça ne pose pas vraiment de difficultés particulières. Alors oui, encore une fois, nous avons eu des situations avec des serveurs qui ont été bloqués, des solutions applicatives. On a eu des contrôleurs de domaine qui ont été bloqués. Bon, généralement, on n'a jamais un seul contrôleur de domaine, donc les conséquences ne sont jamais graves. Mais cela nous permet encore une fois d'investiguer en détail, je vous le disais tout à l'heure, de découvrir un petit peu sur le pourquoi de tel type de connexion réalisée par une machine, alors que ce n'est pas remonté dans les matrices de flux éditeurs, ce type de choses. Donc voilà, on préfère prendre le temps d'analyser, de bien comprendre, et ensuite on réautorise effectivement la machine sur le réseau une fois que les doutes sont levés. Voilà, c'est un choix, mais je pense que c'est un choix nécessaire aujourd'hui par rapport aux menaces qui nous entourent. Très clair. Stéphane, je vois que le temps passe, il est 10h51, il nous reste une petite dizaine de minutes. Je vous propose qu'on finisse sur une anecdote pour votre pentest. Je pense que ça pourra intéresser notre éditeur. À la suite de ça, on va avoir une partie SFR UGAP. Et également, on se gardera un peu de temps pour des questions-réponses. On en a pas mal qui pop dans le chat. J'essaie de vous poser des questions en fonction également pour pouvoir répondre à ces questions-là au passage. Je ne suis pas sûr d'arriver à répondre à toutes ces questions en temps et en heure ensemble. Donc, encore une fois, on est à votre dispo après coup, après le webinaire, si vous avez besoin qu'on fasse un point séparé. Donc, on va essayer de répondre au maximum de questions. Donc, Stéphane, je vous propose de terminer sur la partie, sur l'anecdote du pentest, sur la partie EDR et NDR. Alors effectivement, nous avions fait venir un pentester, un expert en sécurité. Donc c'est une personne qui vient pendant 2-3 jours tester effectivement l'efficacité et la sécurité du système d'information. Donc c'est une personne qui était déjà venue chez nous, avec qui nous avions déjà travaillé et qui nous avait à la fois impressionné effectivement par ses qualités techniques et surtout par les actions qu'il avait pu réaliser sur notre SI. Alors
j'euphémise en disant qu'il nous avait impressionné, il nous avait un petit peu même catastrophé, j'ai envie de dire, tant il avait pu pénétrer aisément notre système d'information. Alors, en interne, évidemment, très facilement, mais aussi en externe. Donc, ceci en exploitant différents types de failles, des failles applicatives sur la partie notamment externe, mais très rapidement, il avait pu. Je ne vais pas donner tous les détails parce que c'était honnêtement très inquiétant, mais il avait pu faire vraiment ce qu'il avait voulu lors de son premier test. Donc, nous l'avons fait revenir effectivement en fin d'année dernière, après la mise en place de la solution Vectra, et effectivement, pour nous, le challenge était relativement intéressant. Alors, nous avions rajouté l'EDR aussi, mais aussi donc Vectra. Et effectivement, la sonde, au cours des 2 jours de présence et d'attaque répétées par cette personne, à plusieurs reprises, elle est venue nous voir pour nous demander de débloquer sa machine. Voilà. C'est-à-dire qu'il a réalisé tout un ensemble d'actions propres aux pentesters, mais très concrètement, nous avons pu le suivre à la trace et voir l'ensemble des attaques réalisées par le pentester. Voilà, ça, vous aviez une liste assez exhaustive, mais effectivement, c'était des attaques en ICMP, c'était des attaques sur le DNS, etc. Et chaque attaque était vraiment consignée. Donc voilà, il nous avait demandé très rapidement de désactiver le mode de réponse pour lui permettre de réaliser son activité de pentesting, notamment pour tester la sécurité sur la partie notamment applicative et système. Mais c'est vrai qu'au niveau de la pénétration et de la réalisation d'actions sur notre réseau informatique, si nous avions laissé la sonde avec le mode réponse, il n'aurait pas pu faire effectivement grand-chose. En tous les cas, il a été détecté très très rapidement par la sonde, c'est-à-dire que effectivement, alors elle ne nous alerte pas, mais quand on fait un focus, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on a la possibilité de faire des focus sur une adresse IP, sur une machine donnée. Et effectivement, la sonde détecte immédiatement une nouvelle MAC adresse qui va arriver sur le réseau. Et cette MAC adresse, elle fait un focus dessus et elle va le suivre à la trace. Et très rapidement, elle va voir les tentatives d'élévation de privilèges, les tentatives de connexion distante, les scans de port qui vont être réalisés. Et à partir de là, effectivement, à partir du score que nous avons défini, hein, c'est un score que nous avons défini avec votre ingénieur, mais nous ne l'avons pas bougé finalement. Hein, nous avons un seuil à partir duquel on active le mode de réponse. Et voilà, et la sonde a activé très très rapidement les modes de réponse au regard des activités du pentester. Voilà, donc ceci nous a permis finalement de nous conforter dans l'idée que nous avions fait un choix judicieux en adoptant ce type de solution. Donc un autre exemple concret effectivement d'intégration entre l'EDR et le NDR, un des cas d'usage concret. Stéphane, merci beaucoup pour votre précieux témoignage. Je suis ravi de voir que la solution vous permet concrètement de faire plein de choses que vous n'étiez pas capable de faire auparavant et que vous avez l'air d'en tirer le meilleur parti de cette solution. Je vous propose, messieurs, dames, de passer sur la partie accompagnement cyber côté UGAP et on se gardera quelques minutes pour les questions. Je vais en sélectionner quelques-unes qui pourront intéresser, je l'espère, le plus grand monde. Xavier, Guillaume, messieurs, la parole est à vous. Merci François. Oui, on va passer assez rapidement quand même cette partie pour laisser de la place aux questions et à l'essentiel du sujet. Mais l'idée, c'était de vous présenter quand même dans les grandes lignes l'offre cybersécurité de l'UGAP, donc vraiment une offre 360 et l'offre dans laquelle s'inscrit SFR Business et Vectra. À l'UGAP, on a une offre 360 qui propose autant des prestations de cybersécurité comme on en a parlé du pentest, des audits, des exercices de gestion de crise, etc. On a également une partie plutôt logicielle où on a des éditeurs en tout genre qui proposent toutes leurs solutions de coffre-fort numérique, etc. Et on a la partie matérielle, donc le marché, en tout cas l'offre dont SFR Business est le titulaire. Donc on rentrera un peu plus en détail par la suite sur cette offre-là. C'est une offre de matériel avec des prestations associées où s'inscrit notamment Vectra. Je ne vais pas vous faire une énumération de tout ce qu'on peut retrouver dans cette offre-là. Vous avez une vision assez macro des différents éditeurs et différents segments technologiques que nous avons, mais justement, nous avons la partie analyse comportementale, MDR, opérée par Vectra, et on a alors effectivement une partie matérielle, mais également des prestations associées. Des prestations plutôt, on a des prestations ponctuelles, on a des prestations de longue durée, de la GTR, de la maintenance, etc. Je vais laisser peut-être Xavier faire un petit focus sur cette partie prestation et notamment sur l'accompagnement des CFR.
Oui, oui, bah, Guilhem, tu l'as bien dit, hein, donc c'est un marché qui propose tout un ensemble de technologies, de briques, puisque c'était le terme qui a été utilisé dans l'entretien. Ça permet vraiment donc aux collectivités de pouvoir soit rénover des équipements, des briques déjà existantes, par exemple du côté des firewalls ou du NAC qui sont des technologies assez classiques et déjà bien répandues, mais également de d'étendre leurs briques de sécurité pour, comme on l'a vu aujourd'hui, avec ces sondes NDR, si c'est un intérêt qui est arrivé aujourd'hui avec cette présentation, mais ça peut aller aussi vers des proxys nouvelle génération situés dans le cloud avec une approche SASI par exemple. Il y a également une solution EDR qui est proposée dans le cadre du marché. Donc vous avez tout ce panel. Ce n'est pas simplement que des licences et du matériel qui vous est proposé. Il y a aussi ces prestations. Donc selon votre capacité à pouvoir prendre en main ces technologies-là, vous pouvez vous appuyer sur des briques de prestations, que ce soit de l'installation, que ce soit de la maintenance, évidemment pour que toutes ces briques soient toujours fonctionnelles dans leur vie, mais également de l'exploitation. Si vous souhaitez sous-traiter cette partie-là, nous le proposons aussi dans le cadre du marché avec nos propres équipes. Et ça peut aller même jusqu'à de l'exploitation des dernières technologies, comme on a parlé de l'EDR ou du NDR, où là, on peut vous proposer donc cette approche SOC externalisée, qui va donc se baser sur les alertes et les événements remontés par l'ensemble, une grande partie de ces briques-là, pour en faire une prestation de surveillance, voilà, de type SOC, Next-Gen SOC dans le terme que l'on utilise. Donc voilà l'étendue du marché pour vous assurer, vous permettre de développer, rénover ou enrichir tout votre système de protection de votre système d'information sur la partie réseau. On avait une petite slide avec, c'est une slide que souvent présente Vectra avec l'analogie d'un cambriolage où on voit toutes les briques technologiques et en fait qui fait quoi non, ça on va la passer rapidement parce qu'en soi François et Stéphane en ont déjà parlé pendant le retour d'expérience et le temps file. À part si tu veux dire quelques mots dessus, François. Ouais, effectivement, c'est une slide que je présente généralement en début de présentation, mais étant donné qu'on a fait un texte très complet, je pense que vous avez saisi l'idée. Donc, Vectra est là pour rattraper le cambrioleur qui est déjà arrêté chez vous. Donc, on va peut-être passer sur cette slide. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Encore une fois, on n'aura pas le temps d'y répondre malheureusement, mais en tout cas, merci pour votre engouement et votre intérêt. Le but, c'est de faire une initiation au techno NDR grâce à la précieuse aide de l'aglo de Pau. Donc, évidemment, sollicitez-nous par la suite. On pourra refaire des points dédiés. Maintenant, je voudrais simplement partager une ou deux questions qui pourront intéresser le plus grand nombre. Première question, Stéphane, à votre intention, sans nécessairement les citer, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi Vectra versus d'autres acteurs du NDR que vous avez pu étudier? Alors effectivement, nous avons, je le disais précédemment, nous avons réalisé des POC, donc des proof of concept pour nous assurer finalement de l'efficacité des solutions. Donc, nous avions retenu 3 solutions de NDR et 2 solutions ont été finalement testées par nos soins. Ce qui a finalement donc présidé à notre choix de la solution Vectra, c'est sa simplicité d'utilisation. En termes de performance, les 2 solutions étaient relativement proches, même si les approches étaient un petit peu différentes. Mais effectivement, ce qui pour nous était important, c'était notamment sur la partie détection, pouvoir comprendre ce qu'il se passait. Et effectivement, donc la solution Vectra, lorsqu'elle réalise une détection, donc elle indique la nature de la menace détectée et elle fournit une explication qui nous apparaît comme étant extrêmement claire, très synthétique. Voilà, donc on a finalement, sans entrer dans les détails de l'interface de Vectra, mais une présentation assez claire, assez rapide concernant la menace réalisée. Voilà, tout ceci constitue pour nous un gain, j'ai envie de dire, de temps et de traitement de la menace qui était sur la base de nos constatations plus rapides avec la solution Vectra. Voilà, et puis vraiment le moteur de détection et de réponse sur nos tests, puisque je le disais, un testeur est venu, mais nous avions aussi fait des tests pour pouvoir un petit peu vérifier le mode
de réponse de la solution. Et effectivement, on a trouvé que la solution était très agile finalement dans sa manière de réagir. Voilà. Je vois qu'il est 11h02, donc effectivement, on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions. Encore une fois, faites-nous signe si vous avez besoin. Stéphane, un grand merci pour votre intervention, pour votre temps, pour votre confiance. Je pense que ça aura éclairé beaucoup de personnes sur effectivement les cas d'usage du NDR. Xavier, Guilhem, merci beaucoup pour l'organisation de l'événement. Et Guilhem, je te redonne la main. Merci. Ouais, merci à tous. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup Stéphane. N'hésitez pas, en tout cas, dans le chat, à nous contacter. Peut-être, François, tu peux mettre ton adresse mail dans le chat si nos auditeurs ont des questions. Avant de vous quitter, je vous pousse un petit sondage dans le chat pour que vous avez l'onglet à sondage pour savoir si vous êtes intéressé par l'offre cybersécurité de l'UGAP, si vous souhaitez être contacté pour qu'on fasse des présentations, des échanges un peu plus approfondis. Vous avez juste à cliquer sur oui ou non, ça prend 2 secondes. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie à tous. L'enregistrement du webinaire, le replay du webinaire va vous être envoyé juste à la suite. Et n'hésitez pas à nous contacter par la suite si vous avez des questions. Encore une fois, merci à tous les intervenants et on n'a plus qu'à souhaiter une très bonne journée. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci, très bonne journée. Au revoir. Bonne journée.